Bonjour Eric, Bonjour Thierry. c'est un plaisir, vraiment. Je le dis parce que c'est vécu à l'intérieur là, tu sais, je sens que ça frétille dans tous les sens, c'est un plaisir de te retrouver. Pour le 5e épisode de cette aventure, parce que je tiens à le dire, c'est une aventure. En tout cas pour moi c'est une aventure parce que le projet il était théorique et quand je vois concrètement ce que c'est, ce que ça devient et ce que je pressens, bah, c'est beaucoup plus que ce que j'imaginais. Donc je te remercie énormément et je jubile d'impatience. Alors, je sais ce que tu penses du jubilé, hein, mais je jubile d'impatience à l'idée de continuer ce chemin avec toi. Et je te remercie de te rendre disponible. Je sais que tu as un agenda qui est quand même assez chargé, hein, entre la biodanza, ton travail en tant que docteur vétérinaire. Enfin, voilà, je sais que, et puis tu es très au service, hein, donc je sais ce que ça donne quand on est très au service, on est très sollicité. Et donc je te remercie de te mettre. Je faisais la remarque, c'est une remarque préliminaire, que je mesurais déjà la différence de génération entre nous, et sans vouloir, au contraire, hein, c'est plutôt au sens où je disais, si moi j'avais imaginé faire une série comme ça par moi-même, il y aurait eu des choses qu'on aurait retrouvées dans ce qui est développé ici, mais ça aurait été tellement plus étroit. Et vraiment, je salue la largesse de ton savoir. Et c'est vrai que quand je plonge mon regard dans le passé, je pense toujours aux grands scientifiques, hein, les Pythagore et ainsi de suite, les gars qui étaient à la fois mathématiciens, physiciens, poètes, danseurs, peintres, ils étaient tout, quoi. Philosophes, bien sûr, et avant tout, ils embrassaient toute la réalité. Et je me dis que cette dimension-là, il me semble qu'avec les générations venant, elle diminue de plus en plus. Et donc je suis vraiment extrêmement touché et honoré parce que tu apportes vraiment... voilà, notre Pythagore, t'es mon Pythagore à moi, quoi, tu vois, d'une certaine manière. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et je pense que toutes les personnes qui suivent ces vidéos, ils sont sensibles aussi. Donc, merci sincèrement. Aujourd'hui, on a un gros épisode. Très gros épisode. Alors, on va juste faire un petit flashback pour se replonger dans où on en est arrivé. Hein. L'épisode précédent, on a abouti au XVIIIe siècle. Le siècle des Lumières. Des Lumières. Ouais. Des Lumières qui brillent par leur obscurité par certains côtés, dans lequel on a montré que finalement la science pouvait rapidement être détournée pour en faire un nouveau dogme, une nouvelle idéologie, voire une nouvelle religion, le scientisme d'une certaine manière, et que finalement ça pouvait être un outil, cet outil qui peut être merveilleux, pouvait être complètement détourné et donner lieu à des dérives fortes au niveau même de la société. Et ça on va le voir parce qu'en fait... Justement, enfin on va revenir un peu en arrière, hein. Mais le XVIIIe siècle, c'est un moment où on peut parler de grande accélération, grande désinhibition. Oui. Il y a vraiment quelque chose qui part en exponentiel, et puis vraiment dans la démesure complète. C'est-à-dire qu'on sort du siècle des Lumières, on va arriver petit à petit dans la prolétarisation. Tu parlais des savoirs anciens, etc. Mais il y a une érosion des savoirs aujourd'hui considérable, puisque tout est confié, si tu as des machines hein, qui ont le savoir pour nous. Et donc voilà, ça c'est dramatique et ça c'est en accélération. Et ça démarre au 18e. Ça démarre au 18e, oui, c'est la grande fracture. Bah, disons qu'on va revenir en arrière parce qu'on est passé très vite dans le dernier épisode, c'est obligé. Hein. Oui. Disons qu'on a fait un saut quantique hein, entre on va dire les néolithisations finalement. Puis on est remonté jusqu'au 18e siècle, il fallait le faire quand même, c'est rapide. Donc on a sauté par-dessus 1000 ans de Moyen-Âge quand même, entre la fin de l'Empire romain et si tu veux, et Christophe Colomb. Quoi. Il y a 1000 ans là, on peut s'apesantir là-dessus, hein, même si moi je suis pas historien. Puis on arrive au 19e qui pour moi, on va voir ça, c'est un siècle charnière pour moi, vraiment. Oui. C'est le siècle qui suit, si tu veux, la Révolution française quand même, hein, le siècle des Lumières. Et on va voir ce que ça devient justement. Oui. Et comment ça va, quelle était la vérité de ce siècle-là et qu'est-ce qu'on en a fait, quoi. Voilà, donc on revient un peu en arrière, on a dit, fait très vite. Hein, oui, très vite. Donc pour moi, c'est vrai que quand tu mentionnes le fait, bon, on est allé très vite du néolithique au 18e. Il y a quand même une part de moi et qui va vraiment dans ton sens pour dire que, alors c'est pas qu'il ne s'est rien passé entre le néolithique et le 18e, ça serait quand même stupide de dire ça, mais il y a toujours cette image moi qui me vient en tête qui dit là, c'est quelque chose que j'ai lu récemment, qui disait que finalement il y a eu plus d'inventions technologiques depuis 1995 jusqu'à maintenant, qu'il y en a eu dans toute l'histoire de l'humanité. C'est ça la grande accélération. Ça c'est la grande accélération. Et c'est vrai que si on compare cette période du néolithique au XVIIIe siècle avec la période du XVIIIe siècle à maintenant... C'est beaucoup plus lent avant. C'est beaucoup plus lent. Il y avait une dimension de la permanence. Et puis l'objet à moins, si tu veux, on va voir là, je ne sais pas comment on va aborder ça, mais si tu veux, on a surtout tout d'un coup, il y a de plus en plus d'objets
qui sont créés, Oui. mais même bien avant, à travers le fait d'avoir une écriture, d'écrire, on pose les choses, on met déjà du savoir à l'extérieur de nous dans des livres, Oui. mais qui lit pendant le Moyen-Âge, juste les moines. Oui, les moines. Donc après, on va avoir de plus en plus d'objets, on va avoir une industrialisation des biens culturels, le développement des médias, etc. Et finalement, tout ça, ça prend sa grande accélération au XIXe siècle, finalement. Oui, Tu oui. vois, qui lisait encore au XVIIIe siècle? Je veux dire, aujourd'hui, on met à disposition énormément de choses, à travers des médias, hein, bien sûr. Et là, bon, voilà, c'est comment sont utilisés ces médias. Oui, c'est pour ça qu'il y a ce parti pris aussi de passer rapidement sur une période Oui. où finalement la croissance était quand même C'est relativement ça, modérée, c'est ça, ouais. pour arriver vraiment à détailler, parce qu'il va falloir y passer du temps, cette période de grande accélération, 18e, 19e. Et charnière. Ouais, charnière, 19e. Là, on va être en plein dans la fracture Pasteur-Béchamp. Le Ouais, fameux match. On est censé parler de ça, oui. On est censé parler de ça. On va en Pasteur parler, versus on va en Béchamp. parler, on va en Voilà parler. le match du siècle. Là, les paris sont ouverts. Bon, on va y être dedans. Et donc, et tout ce qui s'ensuit. Hein, et voilà, je suis ravi de l'orientation que ça prend et que tu prends parce que j'adhère complètement. Mais j'avais pas eu le pressenti que ça allait être aussi intense quand même. Ouais, non. Ouais. Mais par exemple, quand je vois dans les notes que tu m'as fournies, 1945 finalement, ben, c'est le début aussi d'une catastrophe qui voilà. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours avancé. J'ai dit la véritable catastrophe, même si je ne nie pas ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et le massacre que ça a été, mais la plus grande des catastrophes, elle arrive après finalement d'une certaine manière. C'est les conséquences de cette Exactement. catastrophe. Exactement. Et voilà, bon, on va y revenir. Mais donc, ça explique aussi pourquoi on passe rapidement sur une très longue période d'histoire et qu'on va plus s'apesantir sur une période relativement plus ça. courte, parce qu'effectivement, il y a un crescendo qui se fait. Mais au début, puisque tu parles de lenteur au début, on va rappeler donc que le premier épisode, on a parlé de l'origine de la vie. Il faut quand même rappeler que pendant 2 milliards d'années, il n'y a eu que des microbes. Et qu'en fait, à partir de 2 milliards d'années, il y a eu toute la vie qui a commencé à proliférer à partir du monde microbien. Ça, je voudrais le répéter parce qu'aujourd'hui, on va forcément parler de microbes avec Pasteur et Béchamp, même si on ne parlera pas de vaccinologie aujourd'hui. Hein, Oui, je tiens à le dire d'ailleurs pour faire un peu de teasing. L'épisode 6, ça va être un épisode très intéressant. Le prochain épisode, ça va être un épisode très intéressant dans lequel on va faire presque une parenthèse dans notre évolution historique. Oui. Et là, on va consacrer un épisode entier à les relations dans le vivant. les relations dans le vivant. Donc la notion de microbe, la notion de virus, on va parler d'exosomes et ainsi de suite. On va parler de beaucoup de choses. On va parler de beaucoup de choses. Et repositionner des choses. Reposer les Ouais, choses pour avancer en ayant des bases solides et communes. C'est-à-dire que quand on utilise un mot, qu'on sache ce qu'on met derrière. Voilà, Exactement. définir les termes pour ne pas penser qu'on dit la même chose alors que parfois Mais on peut le répéter. Hein. Oui. On peut le répéter. Alors, les mots, on peut les réexpliquer, etc. Parce que beaucoup de philosophes ont inventé de nouveaux concepts récemment et c'est bien, c'est intéressant. Donc moi, pourquoi j'insiste au niveau des microbes? Parce que finalement, Pasteur Béchamp, c'est l'histoire de ça. Mais c'est pour dire que rappeler que les microbes ont tout créé. Oui. Depuis la fertilité des sols jusqu'à l'atmosphère, ils nous constituent, bon, on le répétera tout ça, mais c'est eux qui ont créé tout ça, qui entretiennent la vie, qui entretiennent la biosphère. Donc quand on va rentrer en guerre contre eux au 19e siècle, on est complètement à contresens en fait de la vie. Oui. Complètement. Et ça, on va s'expliciter là-dessus. Oui. On va expliquer ça. Ouais. Ensuite, on a très rapidement, on a vu que l'arrivée de l'homme est excessivement tardive, et que en fait, on arrive très très tard dans l'histoire du vivant. Oui. Et on a défini un animal qui est complètement inabouti, une larve vulnérable et apeurée. Voilà. Oui, un animal terrorisé parce que très vulnérable. Et qui va. Alors là, si tu veux, c'est intéressant de poser des trucs comme ça, tu vois. Aujourd'hui, on essaye de sortir de la dérive transhumaniste. En tout cas, moi. Et toi aussi. Donc, on essaye de sortir de cette trajectoire qui va vers le transhumanisme. Et on dit, on veut éviter l'homme augmenté. Hein, c'est ça, les transhumanistes parlent de l'homme augmenté. Oui. Donc, le transhumanisme, c'est l'homme augmenté par des machines. Oui, attends, et la voie que toi, tu dessines... Par quelque chose qui est en dehors de l'humain. En dehors, oui, du vivant. Donc, toi, tu dis aujourd'hui des machines. Moi, je dis, si tu veux, que l'homme est augmenté depuis 3 millions d'années. C'est-à-dire depuis qu'on a taillé le premier silex, c'est-à-dire, en fait, toutes ces choses qui sont sorties de notre cerveau, qu'on a fabriquées, etc., petit à petit, bien sûr, c'était encore très, très lent. Premier silex taillé, et des fois, il faut 1 million d'années pour arriver à faire une pointe de flèche. Tu vois, c'est très, 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 très lent. Mais c'était déjà une augmentation. L'homme s'augmente avec des objets extérieurs à lui, c'est ce que j'appelle une exosomatisation, avec Bernard Stiegler, et avant lui d'ailleurs un mathématicien, enfin bref. Et en fait, ça veut dire qu'on est augmenté depuis 3 millions d'années. Et en fait, ce t-shirt, on est augmenté. Mes lunettes, c'est de l'exosomatisation. Et on n'aurait pas survécu sans tous ces objets.
Donc c'est là qu'il faut percevoir la grande accélération. C'est quand il y a de plus en plus d'objets, de plus en plus puissants, etc., et qui vont absorber, si tu veux, tout notre savoir qu'on va mettre dans ces objets-là. Oui, et essayer de compenser à notre faiblesse. Prolétariser complètement, c'est-à-dire le savoir n'est plus à l'intérieur de nous, il sort de nous et on le met dans des machines. Et les machines, finalement, vont finir par décider pour nous. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans plein de domaines, médecine, justice, plein de domaines. Non, mais ça, on va vite là. C'est pour dire que, voilà, ça c'était donc l'hominisation, un animal très vulnérable qui va construire des objets, fabriquer des objets pour survivre. Oui. Et toi, ce que tu avances et qui me paraît intéressant, c'est que cette capacité à fabriquer des objets, cette capacité à répondre à notre vulnérabilité, crée une forme de désinhibition. La grande désinhibition, pour moi, elle vient beaucoup plus tard. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, alors si tu veux déjà parler de ça, la grande désinhibition, là on avance, on est à partir du 19e siècle, si tu veux. Pourquoi? Allez, on va le dire comme ça pour l'instant, parce que charbon, pétrole, énormément d'énergie disponible, donc métallurgie, on va fabriquer beaucoup de choses. Et en fait, je parle de grande désinhibition parce que, après, au-delà de la survie, tout ce qui nous passe par la tête, on va le fabriquer. Oui. On va le fabriquer en série. Et bon, pour prendre un exemple charismatique, si tu veux, on va inventer la bombe, quoi. Mais une bombe, on peut détruire, je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes, mais on va faire de quoi détruire 10 000 fois l'humanité. C'est-à-dire qu'on en fait toujours plus, même ou bien au-delà. Ça, c'est une désinhibition. Oui, d'accord. Oui, c'est complètement déconnecté de besoins réels, d'une réalité. C'est emballé. C'est emballé. Et ça, c'est un rapport avec ce que j'appelais le cerveau hypertélique. Mais bon. Et donc, en fait, à l'hominisation, je veux bien noter que sans le fait d'avoir pu fabriquer des objets extérieurs à nous, l'exosomatisation, on aurait disparu depuis longtemps. Et donc en fait, je pense que l'emballement du processus vient peut-être du fait qu'on a survécu grâce à ça et on continue à fabriquer jusqu'à s'auto-détruire, épuiser les ressources de la planète, etc. Troisième épisode, si je me souviens bien, on a parlé des néolithisations. Exactement. C'est-à-dire le grand traumatisme de la sédentarisation. On fait vite, avec l'apparition effectivement des cités, les domestications animales et végétales. De la société, de faire société finalement. Les domestications, pour moi c'est hyper important, le processus de domestication. Oui, donc les cités, domestication. C'était fabuleux pour ça, je te dis à quel point ça a réveillé la bête sauvage en moi. Et puis on est toujours autodomestiqué, je veux dire, on est domestiqué, autodomestiqué. Il faut comprendre ce que ça signifie au niveau, si tu veux, de notre fonctionnement, notamment cognitif, d'être domestiqué. On a perdu, si tu veux, l'aptitude, comme tout animal domestique, à la liberté, à l'autonomie. Bon, c'est quand même intéressant de le savoir. Et comment retrouver ces aptitudes-là? Donc domestication, mais on a parlé de l'esclavage, qui s'est mis en place à ce moment-là, qui est complètement lié pour moi à la civilisation. Toutes les civilisations ont été esclavagistes jusqu'à aujourd'hui. On est complètement d'accord. Donc ça, c'est la civilisation il va y avoir une espèce de fantasme sur une flèche du progrès. Oui, c'est ça, cette notion de progrès aussi est omniprésente. Et cette idéologie du progrès, au 19e siècle, cette mythologie du progrès. Oui, c'est un mythe. Oui, et puis en plus, tout est évalué à l'aune de ce progrès. C'est-à-dire, soit ça va dans le sens du progrès, soit c'est caricaturé, ridiculisé, et ainsi de suite. Parce que si ça ne va pas dans le sens du progrès, ce n'est pas recevable, ce n'est pas entendable. Et puis l'argument qu'on te sort toujours, tu veux revenir à l'âge des cavernes, c'est du non-réflexion totale, quoi. Et on parle de civilisation occidentale essentiellement, bien sûr. Absolument. Même s'il y a eu, bien sûr, une grande civilisation en Chine, en Égypte, etc. Donc ça, c'était les néolithisations. On a essayé de comprendre dans cet épisode-là quelles pouvaient être les conséquences de la néolithisation, donc les hiérarchies, etc., comment ça s'est mis en place tout ça, et à qui ça a servi. Mais après, tout compte, l'apparition de l'écriture, l'apparition de la monnaie, tout ça est lié finalement dans cette grande histoire. Quatrième épisode, on a fait un saut très rapide, mais avec quand même, il me semble qu'on avait pointé bien comme il faut le 15e, 16e siècle, surtout l'expansion ultramarine. Parce que à partir du moment où il y a des aventuriers qui étaient à la fois à moitié des pirates, parce que les gars qui partaient dans ce genre d'aventure, sans savoir où ils allaient, sur des bateaux en bois, sur des océans qui apparaissaient tout d'un coup immenses, parce que quand ils sont partis, ils n'imaginaient pas que ça allait être si long. Quand même. Donc les mecs qui sont partis, ils étaient à moitié fous. Ah non, mais il fallait à moitié fous. Partir dans des conditions pareilles, sur des bateaux aussi petits, relativement. Minuscules. C'est complètement délirant. Sans savoir où ils allaient vraiment. Non. Donc ça, c'est l'expansion ultramarine. Et bon, pour moi, c'est important de bien marquer ça, parce que c'est le début de l'ère coloniale, du colonialisme quand même. Et donc, ce qui veut dire, au-delà de l'esclavage dont on a déjà parlé, tous les génocides qui ont été faits par ces gens-là, quand même, que ce soit en Amérique du Sud, puis après en Amérique du Nord, etc. Ça, c'est la civilisation. Ça, c'est la civilisation. Dit-il avec un grand sourire. Mais non, mais c'est ça le progrès.
Tu vois, Oui, et c'est ça, donc, le progrès. où le progrès progresse avec ça, et tu te dis, bon, quand même. Ben, le progrès progresse avec l'inégalité de toute façon, avec l'esclavage, avec tout ça. C'est notre progrès, en tout cas, le progrès tel qu'on l'a fait exister jusqu'à présent, c'est un progrès fait d'inégalité, d'esclavage et d'expansion colonialiste. Absolument. C'est tout. Et de pillage des Il y a ressources. peut-être une autre forme de progrès à définir pour l'humain, parce que je me souviens que dans l'épisode, je pense que c'était le 3, le 2 ou le 3, on disait que finalement, si l'humain n'était pas encore né d'une certaine manière, ou en tout cas si c'était un être non abouti, actuellement, on cherchait toujours un développement sur le plan matérialiste, mécanique. On essayait de donner plus de capacités, y compris en y incluant des parts de machines à l'intérieur de l'humain, mais que peut-être on avait fait fausse route et que le développement nouveau de l'humain qui était attendu, c'était un développement du domaine de la conscience, du cœur, de l'altruisme, de la bienveillance, du soin à autrui et ainsi de suite. Et là ça, c'est une voie de bifurcation possible. C'est bien que tu ramènes ça, parce que tout à l'heure, j'ai parlé d'un animal totalement inabouti, inachevé, l'humain. Bon, il y a plein de raisons à ça, mais je pense qu'on n'a pas le temps de trop de développer là-dessus. On a appelé ça la néothénie. Oui. C'est-à-dire que nous sommes des animaux néothéniques, c'est-à-dire qu'on a conservé des caractères embryonnaires très. C'est une phrase d'un biologiste. Souviens-toi, on avait dit que ce biologiste comparait l'humain en fait à un très jeune singe, oui. presque un fœtus de singe, donc un être inabouti. Et donc en fait, c'est l'idée que tu viens de développer, c'est que si on est inabouti, il pourrait y avoir une phase ultérieure de l'évolution humaine et qui ne sera pas forcément biologique, somatique, mais peut-être à un autre niveau. En tout cas, moi c'est actuellement la seule espérance que je vois, parce qu'actuellement, l'évolution ultérieure de l'humain nous est présentée au travers de l'intégration. De plus en plus, on voit le projet Neuralink, là, par exemple, d'Elon Musk. C'est donc intégrer de la machine dans l'humain. D'ailleurs, souvent, je fais une petite parenthèse, mais moi ça me paraît très intéressant parce que les années 80-90, on nous servait la mythologie au cinéma et choses comme ça, des robots qu'on humanisait. Et rapidement, on s'est rendu compte que la machine ne pouvait pas devenir humaine. Et donc, l'option qu'on a prise maintenant, c'est plutôt de prendre des humains et d'y inclure des parts de machine, parce que si la vie n'est pas là au départ, il ne peut pas y avoir de vie. C'est-à-dire, on ne peut pas rendre vivant une machine. Non. On ne peut pas lui donner le caractère de vivant. Et donc, cette option maintenant qui nous est proposée de développement et de futur de l'humain, c'est une option mécaniste, d'inclure de plus en plus de circuits imprimés, de microprocesseurs dans l'humain, de parties mécaniques. Et c'est vrai que moi, le fait de pouvoir me dire, peut-être qu'il y aurait une autre option, ça serait un développement en termes de conscience, d'altruisme, de cœur, de l'humain. Je me dis, ça nous permet de dessiner une nouvelle voie. Parce que sinon, donc de bifurquer. Bah ouais, sinon on se tire une balle dans la tête. Parce que personnellement, je ne veux pas, moi, je sais que quand je vois des gens hurler, s'enthousiasmer devant tout ce que crée leur intelligence artificielle actuelle, moi je suis désolé, ça m'effraie. Quand tu vois que si tu veux que ça soit un article scientifique et même de la poésie ou des lettres d'amour, ça peut être écrit par ChatGPT. Ah oui, non, donc en fait c'est effrayant. Plus rien n'a de valeur. Non, puis on est, si tu veux, c'est ça la prolétarisation, c'est-à-dire on nous sort nos capacités, notre savoir, et on le met dans une machine qui va faire à notre place. Oui, et puis on se sent minable à côté, parce que sa capacité de rassembler des informations, effectivement, elle n'est pas nôtre. Nous, on a autre chose. Ça nous rend minable et ça nous fait perdre totalement le goût à l'existence. Et c'est là où moi je trouve qu'il y a vraiment, excuse-moi, j'arrêterai cette digression, mais je trouve qu'il y a vraiment une arnaque fondamentale, parce que c'est vrai que sur le plan du calcul, c'est vrai que sur le plan du développement de puissance, on ne peut pas rivaliser avec des machines. Là où l'humain est humain, c'est dans les dimensions du cœur, de l'altruisme et de l'intelligence qui se trouve dans le cœur. Et c'est pour ça qu'appeler cette méthode de calcul, parce que ChatGPT ce n'est qu'une méthode de calcul ultra aboutie, appeler ça intelligence artificielle, ça me fait hurler. Tout à fait. C'est un supercomputer. L'intelligence est propre au vivant. Oui, je pense. Il n'y a pas d'intelligence en dehors du vivant. Et chaque fois qu'on me parle d'intelligence artificielle, je dis non, c'est un calculateur ultra performant. Ok, ultra performant et effectivement, quand tu parles qui dépasse de loin nos capacités. Quand tu parles d'intelligence, il y a toutes sortes d'intelligence. Et il faut y inclure ce qu'une machine n'aura jamais, c'est-à-dire la dimension poétique, par exemple. Oui. Créative, imaginative. Et donc, en fait, effectivement, voilà, et donc, on nous spolie on exproprie nos savoirs, on les met dans des machines, et on leur donne un pouvoir extraordinaire. Et le pire, c'est que les foules s'extasient devant ça. C'est-à-dire qu'on se prosterne devant l'intelligence, devant ChatGPT, et pour moi, on adore le veau d'or, d'une certaine manière. Alors qu'en fait, c'est une horreur. C'est une horreur profonde. C'est une horreur profonde. Tu sais que, on termine la digression, mais ça m'arrive parfois, moi, de penser avec nostalgie à l'époque d'avant Internet, tu vois, et de me dire, oui, bien sûr qu'on a accès à énormément de choses, mais le prix qu'on paye à ça,
mais puisque tu as parlé tu as relancé on a redéfini rapidement la néothénie. Donc on serait des êtres inachevés, inaboutis, néothéniques, biologiquement parlant, mais une capacité de bifurquer à notre niveau. Donc ça c'est la bonne nouvelle par rapport à la dérive transhumaniste. J'avais parlé d'hypertélie, j'ai expliqué ce que c'était que l'hypertélie, avec une hypertélie, si tu veux, fonctionnelle au niveau du cerveau, qui fait que on fabrique tout ce qu'on sait fabriquer et en masse. Voilà, et donc ça pour moi c'est complètement emballé, ça aboutit à l'intelligence artificielle. Et je voulais introduire aujourd'hui un nouveau concept, évidemment que je n'ai pas inventé, qui est la pléonexie, oui. Qui nous définit aussi dans le sens que la pléonexie, depuis les Grecs, la pléonexie c'est vouloir toujours plus. C'est la démesure dans le vouloir toujours plus, toujours plus. Si tu veux, accumuler jusqu'à la démesure totale, donc l'hubris, la démesure. Et ça nous caractérise et c'est là-dessus qu'on va réfléchir justement. Est-ce que ce n'est pas simplement une conséquence de la conscience de notre précarité, de notre faiblesse, et que c'est une conséquence de la peur finalement? Tu sais, je pense que... Pourquoi je dis que l'humain est augmenté depuis 3 millions d'années avec le premier silex taillé? C'est pour dire que donc on a survécu grâce à ça, et comme on a continué à fabriquer, je vais donner un exemple, l'arc et la flèche. Tu vois, on revient quand même, tu vois, on n'est pas encore au drone et à la bombe atomique là. L'arc et la flèche, une 360 km/h, une flèche. Tu vois la puissance qu'on a déjà par rapport au vivant, on peut flécher un animal qui est très loin, oui, très puissant, très dangereux, oui. Et donc rien que ça. Ah ben ça c'est de l'exosomatisation, l'arc et la flèche, mais ça nous donne déjà de la puissance. Alors t'imagines ce qui s'est passé. Au niveau technologique, on est quand même au niveau pif gadget. Hein. Oui, d'accord, mais t'imagines le début, mais tout ce qui s'est passé par la suite. Donc quand tu vois qu'après le siècle des Lumières, il y a le 19e dont on va parler aujourd'hui, et puis on a abouti au 20e siècle avec le choc quand même d'Auschwitz et puis de Hiroshima et Nagasaki quand même. Il y a des philosophes à l'époque, ça les a bouleversés, effondrés. Parce qu'il est où le siècle des Lumières, tu vois? Et tu as prononcé un autre mot sur lequel je voudrais revenir, mais qui date de Descartes pour moi, c'est-à-dire, tu as parlé de calcul, les machines calculent pour nous. Mais c'est ça qui apparaît avec Descartes, c'est la calculabilité. C'est-à-dire, c'est la raison. Oui. Kant, que je n'ai pas lu, mais Kant, il a quand même écrit un bouquin qui s'appelle La critique de la raison pure. C'est-à-dire, il critique ça déjà. Il dit, attention les gars, c'est quoi la raison? Bon, c'est cette impression. Surtout la raison pure, c'est-à-dire c'est le fait de ramener tout à de la raison. Et puis qu'on croit qu'on va accéder à toute la vérité. C'est ça. De ramener la réalité à du concret uniquement, à du raisonnable, à du calculable. Parce que calcul, ça veut dire mesurer, ça veut dire peser, ça veut dire par exemple recenser, ça veut dire le cadastre. C'est tout ça qui est derrière. Oui, mais tu vois, derrière tout ça, moi ce que je vois, c'est qu'en fait, on réduit l'humain à sa dimension matérialiste, et à ce niveau-là, il ne peut pas se comparer aux machines, il est toujours inférieur aux machines. C'est-à-dire que pour moi, il y a une folie sociétale qui fait que c'est un peu comme si on avait des super arguments, et ces arguments, on les renie, on dit qu'ils n'existent pas parce qu'ils ne sont pas calculables, parce qu'ils ne sont pas scientifiques, parce qu'ils ne sont pas rationnels, on ne veut pas les voir. Le rêve aussi. Et après, on va jouer sur le même terrain que les machines. On est mort contre les machines sur le plan rationnel. Parce que si on fait ça, on oublie qu'on est des êtres qui rêvent. Oui. On oublie qui aiment, qui ont de la poésie, de la créativité. C'est l'amour qui définit l'humain. Enfin, je veux dire, je ne veux pas faire mon évangéliste à 2 balles, mais ce qui définit, enfin, pour moi, ce qui définit le vivant, c'est cette capacité à l'amour, c'est cette capacité à donner sa vie pour l'autre, à s'engager, à croire, à espérer, la dimension de la foi. Tout ça, c'est ça qui fait notre singularité, notre force, que n'auront jamais les machines. Mais si on ne les revendique pas... On va voir ça dans les relations humaines, on va voir cette histoire Parce que toi, quand tu dis l'amour comme ça, on pourrait dire, ah oui, l'amour, oui, mais tu vois, c'est de quoi il nous parle. Alors qu'en fait, c'est une réalité biologique, bien sûr, à la base, de ce besoin d'être reliés, en lien les uns avec les autres. Donc voilà, en fait, c'est ça qui nous a amené petit à petit au 19e siècle à travers... Bon, après, on ne va pas reparler de ça maintenant, mais le contact des Occidentaux avec certains peuples qui avaient des configurations sociales complètement différentes que la fameuse civilisation occidentale et son progrès, et qui finalement ont permis aussi qu'il y ait cette bascule, si tu veux, les idées de la Révolution française. Bon, on va peut-être pas revenir là-dessus, mais on est peut-être allé chercher chez des peuples qui étaient des peuples dits primitifs, quand même. C'est ça qui est assez amusant comme voilà. Liberté, égalité, fraternité. Pour cet épisode, vas-y. Parce que remets-toi dedans. C'est super les introductions. Alors, on va passer notre vidéo à faire une introduction. Non, mais parce que il y a tellement à développer, il y a des heures et des heures à développer. On a fait juste un rappel. Ouais, mais c'est fondamental. Il y a 2 termes qui vont quand même être très présents dans cet épisode. C'est les termes de microbes et de microsima. Oui. Et d'ailleurs qui sont au cœur aussi de la dimension plus
physiologique, santé aussi, qui nous intéresse à tous les deux, dans lequel on va le faire. Voilà, on va faire ça. On va faire ça parce que c'est le début de ce qu'on appelle une espèce de guerre perdue d'avance contre un monde microbien qu'on n'a pas compris ou qu'on n'a pas voulu comprendre, qu'on a mésinterprété. Et on est parti dans un délire total avec Pasteur. Un délire total. Un délire total. Bah, ils ont servi de bouc émissaire à beaucoup de choses. Mais tu me donnes juste quelques minutes parce que on va parler des microbes et des microzymas. Donc ça, on est au 19e siècle. 19e siècle. Et pour que les gens se rendent compte, si tu veux, qu'on nous dit le siècle des Lumières, c'est le 18e siècle. À la fin du siècle des Lumières, on a la Révolution française, on a les encyclopédistes. Voilà, donc on est dans l'humanisme à 100%. Bon, on a vu comment ça a dérivé après. Et moi, je voulais juste donner quelques phrases ou quelques chiffres pour bien marquer les choses. Qu'est-ce que c'est que le 19e siècle? En dehors du fait qu'on sait qu'on est déjà dans une époque colonialiste depuis très longtemps. Oui. Mais alors là, on est en plein colonialisme. Donc je donne quelques chiffres. L'Angleterre hypercoloniale. Voilà, alors je donne quelques chiffres. Moi j'écris, ça c'est pas des chiffres. La plupart des grands hommes, entre guillemets, c'est-à-dire les hommes dont on va parler, et qui sont aujourd'hui adulés, suivis, Pasteur, Darwin et compagnie, la plupart des grands hommes du 19e siècle sont des bourgeois, mâles, blancs, chrétiens, puritains, nationalistes, colonialistes et esclavagistes. C'est ma petite définition des grands hommes du 19e siècle. Voilà. Donc il faut remettre les choses à leur place. Tous ces gens sont quand même dans une certaine trajectoire. Ah mais ils sont dans une trajectoire, une certaine société, ça c'est évident. C'est évident. Alors donc je voudrais replacer le fait qu'au niveau géopolitique, c'est quand même le siècle des grands empires coloniaux. Et je lis ça. En 1900, l'Empire britannique couvrait 33 millions de kilomètres carrés et abritait quelques 450 millions de personnes, ce qui représentait à l'époque le quart de la population mondiale. Ah oui. Le quart de la population mondiale était sous drapeau britannique. Oui. Donc 1900, mais on est quand même de 19e. Hein. La France et l'Angleterre, ces deux empires contrôlaient à la fin du 19e siècle plus du tiers de la surface du globe. Ça veut dire qu'on a des empires, et n'oublions pas qu'on pourra en parler si on a le temps, mais si tu veux, c'est des empires qui ont esclavagisé les gens, ou génocidé les gens qu'ils ont surexploité, les gens qui vivaient sur ces territoires qu'ils ont coloniaux. Donc l'humanisme et le siècle des Lumières, il faut m'expliquer où il est là. Je finis avec quelque chose, et après on reprend avec les microbes. Non, mais c'est très bien. Non, c'est hyper important pour que les gens se voient. Pour comprendre, parce qu'en fait, la théorie de Pasteur et le fait qu'elle a été mise en avant, ça ne vient pas de nulle part. Ils n'ont pas joué à pile ou face entre Pasteur et Béchamp. C'est qu'il y avait toute une idéologie et que Pasteur a été le bon servant d'une idéologie qui ne demandait qu'à se répandre. Cette idéologie a rencontré les travaux de Pasteur et a été fascinée par ça. Et là, pour pouvoir développer ce qu'on va dire juste après, parce que c'était un peu le thème quand même, j'ai besoin de ces chiffres, que les gens entendent ces chiffres. Pour sortir de l'idée qu'est-ce que le progrès, qu'est-ce que la civilisation, qu'est-ce que l'humanisme, qu'est-ce que les Lumières, quoi. Parce que quand tu vois les chiffres, près de 8 millions d'esclaves ont été déportés de 1650 à 1800. Alors l'abolition de l'esclavage, alors ça vient après l'abolition, mais bon. Près de 4 millions d'esclaves déportés entre 1800 et 1866, c'est-à-dire en plein 19e siècle. 4 millions d'esclaves, tu vois. Donc les Lumières, le progrès, tout ça, il y a ça quand même derrière. Tu vois. Et ça, j'avais bien envie de poser ça. Je finis, parce que je voudrais bien qu'on parle aussi des sécheresses, des famines, etc. Entre 1876 et 1879, qui sont la fin du 19e siècle, c'est-à-dire une époque où on était censé toujours être dans le progrès, etc., de 5 à 10 millions d'Indiens, de l'Inde, en particulier dans le sud du sous-continent, meurent de faim, des suites de la grande sécheresse et de l'inaction des autorités coloniales anglaises. Qui exportaient aussi toutes les denrées. Ou plutôt de leurs actions commerciales d'exportation du grain produit dans les colonies. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ok, il y avait peut-être un gros El Niño à l'époque, un gros dérèglement climatique par El Niño, tu sais, quelque chose qui est normal. Mais derrière ça, il y a une exploitation coloniale. Donc en fait, il y a des millions de gens qui sont esclavagisés, des gens qui meurent de faim en plein siècle 19e siècle. Donc voilà, j'avais envie de... Ça explique l'arnaque dans laquelle on est actuellement, elle découle de tout ça. C'est-à-dire oser continuer à parler du siècle des Lumières, c'est-à-dire se tamponner avec la réalité historique des choses. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on utilise ce terme de siècle des Lumières, on est complètement dans l'erreur et dans le faux, quoi, dans le mensonge. Je crois qu'il faut arrêter d'y croire, quoi. Ouais. Et sachant qu'aujourd'hui, bien sûr, on a externalisé l'esclavage en Asie, en Afrique, etc., mais que ça existe toujours. Voilà. Bon,
Ça, c'est le contexte. Point à la ligne, c'est le contexte. Point à la ligne. Non, mais c'est le contexte, c'est un contexte qui est très très important parce que, effectivement, ce 19e siècle, il y a un tournant qui nous intéresse particulièrement, c'est finalement ce fameux combat Pasteur-Béchamp. Voilà. Mais ce combat Pasteur-Béchamp, il arrive dans un contexte. Donc on va zoomer dessus, mais en fait, exactement. Il y a le contexte mais historique. Le fait de zoomer dessus va nous permettre d'illustrer aussi tout. Pourquoi ça? Parce que moi, ça a toujours été la question, pourquoi quelqu'un qui, historiquement parlant, est présenté comme un chercheur relativement médiocre, Pasteur, hein, pas quelqu'un qui, à l'oral, était brillant, pas quelqu'un qui n'avait pas de prestance, hein, enfin, sans être méprisant, hein, quelqu'un de pas particulièrement remarquable. Pourquoi est-ce qu'il a été tellement promu, alors qu'à côté de ça, Béchamp a été décrit comme, au contraire, un orateur brillant, un chercheur de très très haut niveau, et lui a été complètement mis sous le boisseau intérieur, enfin, à part Tissot qui a repris ses travaux par la suite et ainsi de suite, mais rares ont été les gens qui ont pu accéder aux travaux de Béchamp. Aujourd'hui, personne ne peut. Mais non, et même actuellement, même dans les milieux alternatifs, on connaît ce nom. Alors, les gens disent, il y a Béchamp et les Microzima, mais des gens qui ont vraiment creusé la question et qui savent réellement ce qu'il y a derrière. Tu m'as offert ce petit livre là, de Brigitte Faux, La compréhension du vivant, qui est excellent, qui est un travail de synthèse excellent et qui est nouveau, hein, parce qu'avant, tout le monde en parlait, mais il n'y avait pas grand-chose, parce que qui a lu Béchamp, il n'y a pas grand monde. Hein. Mais tu verras, si on parlait du darwinisme, pareil, en fait, il y a des gens qui ont critiqué ça et en fait, qui n'ont pas été écoutés non plus. Moi, ce qui me choque beaucoup, tu vois, c'est de manière en tant que personne très pragmatique, tu parcours des rues, tu passes sur des places, etc., qui portent les noms de gens qui ont fait des choses horribles, quoi. C'est-à-dire que ce soit les maréchaux de la guerre de 14 ou Pasteur, on a des rues Pasteur partout, il n'y a aucune rue. Ça dénote de la perversion de notre société. Enfin, oui, mais qui réitère, si tu veux, bien sûr, mais ce message subliminé. Et sans parler des gens qui actuellement occupent l'espace médiatique, qui sont des gens qui sont souvent avec des valeurs morales qui sont absolument ignobles. Et voilà. Non, mais je veux dire, voilà, notre monde est tenu par des valeurs qui sont des valeurs pour moi... Une absence de valeur, oui, mais l'absence de valeur, c'est l'anti-vivant. Pour moi, l'absence de valeur, les valeurs, c'est le vivant, et l'absence de valeur, c'est l'anti-vivant qui... En fait, je dis absence de valeur au pluriel, parce que toute la valeur est mise dans l'argent, le commerce, la valeur des choses, c'est-à-dire une valeur d'échange. Ça coûte tant, ça coûte tant, mais les valeurs, les vraies valeurs humaines profondes, je crois qu'il y a une grosse perte à ce niveau-là. Donc en fait, oui, on va discuter de Pasteur-Béchamp en les remettant dans un contexte, dans le sens que pour moi, c'est un problème politique qui fait que Pasteur a été mis en avant et pas Béchamp. Politique et géopolitique déjà, puisqu'il y avait la compétition, on est au 19e siècle quand même, hein. On va avoir 3 guerres avec l'Allemagne quand même. Et en fait, on a une compétition déjà avec ce pays-là. Et en Allemagne, il y a Koch, donc le bacille de Koch, hein, la tuberculose. Il y a une compétition. Il y a une guerre à ce donc en fait, si tu veux, c'est déjà une compétition, entre pays, c'est déjà une compétition, on va dire, politique, sociale, mais économique aussi. Et donc en fait, voilà, on va choisir un héros, quelqu'un qui va valoriser ce qu'on veut valoriser. Tu sais, la notion de la vérité. Bon. Aujourd'hui, on dit beaucoup qu'on est dans une ère post-vérité. Ça veut dire qu'on ne sait plus où est la vérité. Mais de ce dont on va parler, c'était la vérité de ces gens-là. C'est peut-être pas la nôtre aujourd'hui, c'était peut-être pas celle des gens avant eux, mais c'est quoi la vérité, quoi? C'est en fait ce qu'on attend, les attentes, les espérances d'une époque. C'est très compliqué en fait à analyser, tu vois, c'est la société du 19e siècle. Il y a Freud aussi, la découverte de l'inconscient, enfin il y a plein de choses qui se passent. Et donc moi j'aime beaucoup cette phrase de Guy Debord qui dit le vrai est un moment du faux. Le vrai est un moment du faux. C'est énorme, parce que ça, pour moi, ce que ça signifie, parce que ça fait barjoter quand même. Le vrai est un moment du faux, ça veut dire qu'on va extraire quelque chose dont on va dire ça c'est la vérité. Mais ça évolue tout le temps. Tu vois, on a cru qu'avant Galilée, Copernic, je veux dire, la vérité évolue. La vérité de ces hommes-là ne devrait plus être la nôtre aujourd'hui. On ne devrait plus fonctionner sur des bases pastoriennes ou darwiniennes. Or, c'est incroyable, mais la plupart des scientifiques, si tu veux, comme s'ils n'avaient pas de plan B. C'est par défaut, on est pastorien ou darwinien, mais ces théories-là sont obsolètes, mais à un point inimaginable. Et c'est démontrable que c'est obsolète. D'accord? Et donc, nous, on va voir à travers la dynamique microbienne, parce que ça nous ramène à notre premier épisode, l'importance des microbes. Et les désigner comme ennemis, ça a accentué, parce qu'il y a la grande désinhibition, la grande accélération, il y a aussi la grande séparation. Oui, ça a accentué cette séparation avec le vivant, puisque c'est le vivant.
Et ça, c'est depuis Descartes, d'accord, mais après, on a accentué ça. D'ailleurs, on s'est beaucoup servi de ces gens-là, Descartes et compagnie, et on a accentué la mise à distance du vivant et bien sûr se mettre au-dessus. Mais ça, on est en train d'en mourir, quoi. Mais tu sais, là, je me rappelle une anecdote qui m'a beaucoup amusé et énervé à l'époque. Tu dis, finalement, on a l'impression que les scientifiques n'ont pas de plan B. C'est-à-dire que il y en a beaucoup. Ils n'arrivent pas à réfléchir au-delà des dogmes. On sait théoriquement que ça ne marche pas, que ça ne tient sur rien, cette théorie pasteurienne, mais on ne sait pas faire autrement. Je vais te raconter une anecdote. Je me souviens, en 2016, il y a eu le premier congrès sur l'autisme qui s'était passé à Paris, dirigé par Luc Montagnier. À l'époque, il avait beaucoup travaillé sur ces dimensions. Et Luc Montagnier, feu Luc Montagnier, avait fait une très bonne conférence sur la relation entre microbiote intestinal et symptômes autistiques, en mettant en valeur à quel point il y avait une corrélation entre la prise massive d'antibiotiques dans le jeune âge, le déséquilibre du microbiote et l'apparition de troubles du comportement autistique. Bien sûr, 100% d'accord. En concluant que finalement, les symptômes autistiques pouvaient être vraiment fortement associés à une dysbiose intestinale et une surprolifération de certaines bactéries. Bien sûr. Et donc, à la fin de sa conférence, dans laquelle il a parfaitement expliqué comment ça venait à cause des antibiotiques et ainsi de suite, il y a quelqu'un qui lui dit « Mais une fois que cette dysbiose est installée chez les enfants, qu'est-ce qu'il reste pour corriger la situation ?» Et là, on le sent un peu gêné, un peu empêtré. Bon, il parle de correction alimentaire et ainsi de suite. Et puis au moins, il dit « Bon, mais et si ça ne marche pas, il faut utiliser des antibiotiques ciblés. » Et moi, j'avais levé la main, je lui ai dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de complètement antinomique? Vous nous expliquez que cette dysbiose vient d'une utilisation massive d'antibiotiques et vous nous proposez comme solution des antibiotiques. Et là, il avait essayé d'éluder la question, il m'a dit, oui, mais bon, si on n'a rien d'autre, et ainsi de suite. Et je m'étais dit, mais c'est pas possible. On a autre chose. Mais c'est qu'il ne concevait pas, dans sa, avec tout le respect que je peux avoir pour lui, voilà, on ne va pas polémiquer, mais... en tout cas, dans le modèle dans lequel il avait été formé, la réponse était toujours cette guerre contre le vivant et il avait du mal à s'en dépêtrer, alors qu'il voyait... C'est des formatages profonds. Voilà, alors qu'il voyait à quel point ça pouvait être le facteur causatif de ce qu'il décrivait, c'est-à-dire les syndromes du spectre autistique. Quand on lui demandait une solution, il en revenait à ça. C'était fou. Je me dis, mais c'est fou. Regarde, c'est une ornière. C'est Illich, etc. C'est-à-dire, à un moment donné, si tu veux, tout ce qu'on fait pour corriger ne fait qu'aggraver. Oui. Tu vois? Donc, en fait, on est ça, c'est un vrai cercle vicieux. En fait. Oui. Et on fait qu'aggraver, aggraver, aggraver. Et moi, ce qui m'interpelle énormément, c'est que toutes ces notions alternatives, alors médecine alternative, alimentation alternative, mais même philosophie alternative, parce que là, tu parles de gens qui sont des universitaires. Mais même la philosophie, les universitaires, ils tournent en rond avec des idées, si tu veux. Des concepts. Ils ont énormément de mal à en sortir. Pourquoi? Parce que ça, c'est quand même très lié à l'université pour moi. Oui, à la formation. Ah, complètement. La notion même de formation. Former quelqu'un, on le forme à partir de valeurs, et une fois qu'il est formé à ces valeurs-là, c'est très, très, très dur de sortir de ce monde. Tu sais, quand on parle, les enfants, quand ils vont à l'école, ils ont un instituteur. Un instituteur, il institue quelque chose, il est dans une institution. Donc, c'est le démarrage de l'histoire. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, on va essayer d'expliquer comment on aurait pu voir les choses autrement. Oui. Alors, dans la mise en place de ce contexte, le 19e siècle, il y a aussi quand même un élément qui vient jouer, on l'a entreévoqué au départ, c'est la machine. On est dans un siècle d'industrialisation majeure, avec il y a déjà eu 2 révolutions industrielles, quasiment. Disons qu'en fait, c'est bien que tu le dises, en fait, c'est le siècle de la révolution industrielle, oui. Quand même. Donc il y a une révolution, on dit que, c'est des repères, que la révolution industrielle, la première révolution industrielle, c'est l'Angleterre, avec la machine à vapeur, c'est fin 18e. Oui. Fin 18e. Donc l'Angleterre, on est plutôt, donc première révolution industrielle, charbon, c'est le charbon. Et deuxième révolution industrielle, c'est 1850, etc. Et entre 1850 et la guerre de 14, c'est plutôt côté américain, c'est le pétrole en fait. Parce que le pétrole, c'est les Américains au départ. Hein. Ah oui. C'est pas l'Arabie Saoudite. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, ça a démarré là-bas. D'accord. On connaissait le pétrole depuis l'Antiquité, hein, mais là, l'exploitation, ça commence Rockefeller. Donc en fait, ça commence au 19e siècle. Et en fait, si tu veux, quand tu parles de machines, donc révolution industrielle, et évidemment de plus en plus de machines, et beaucoup d'énergie. Oui. Énormément d'énergie à disposition. Oui, énergie, machine, énergie, enfin les deux se répondent. Et ne pas oublier ce qu'on a dit, c'est-à-dire la pléonexie, on en veut toujours plus, la démesure, l'hubris, c'est-à-dire que tout ce qui nous passe par la tête, moi je le dis comme ça, hein, on va le fabriquer, et le fabriquer en série.
Et donc, à un moment donné, on est envahi de machines. Et donc, tout le monde a un téléphone portable. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un qui fait la manche dans la rue et il a son téléphone portable. C'est quand même une image forte, je trouve ça, tu vois. Et voilà, jusqu'au mendiant, quoi. Donc, il y a des objets, et ça, c'est déjà de l'humain augmenté. On parlait qu'on peut être contrôlé à travers ça, etc. Mais ça, c'est déjà l'humain augmenté. Oui. Enfin, c'est déjà. On a vu que ça a commencé il y a 3 millions d'années quand même, l'humain augmenté. Donc c'est de l'augmentation, mais si tu veux, on n'a pas l'impression qu'on est augmenté avec ça. On vit avec un ordinateur, un téléphone portable, une bagnole. Et alors qu'en fait, on a une dépendance à ça qui devient vraiment pathologique. C'est une vraie dépendance en fait. Parce que quand tu veux t'opposer à quelque chose parce que tu considères que être contre quelque chose, je sais pas, un contre-pouvoir, etc. Pour être contre, il faut être différent. Oui. Et nous, on est imprégnés par cette technologie. On est dedans, on est immergé. Oui, donc on est compromis. On est compromis à l'extrême. Ouais. Et c'est ça qui rend la bifurcation difficile. Ah oui, très, 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 très difficile. Parce qu'effectivement, on sait tous que les téléphones sont des GPS géants qui nous traquent en permanence, qui contrôlent toutes nos habitudes et ainsi de suite. Mais combien d'entre nous sont capables de s'en passer réellement totalement ? Je veux dire, le degré de compromission, j'en suis le premier à en parler. Oui, bien sûr, le degré de compromission, il est total. Et c'est très, 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 très dur. Parce que ces outils, ces machines viennent aussi stimuler des systèmes archaïques en nous, de récompense plaisir, de stimulation. Tout le système dopaminergique, il est surstimulé par ces appareils. Et tu ne les as plus, tu te sens... Enfin voilà, une fois que tu y as goûté, c'est la pomme dans laquelle tu as croqué, quoi. C'est un peu ça qu'on peut traduire quand on parle de pléonexie, c'est-à-dire le fait de vouloir toujours plus. Quand on rentre dans ce 19e siècle, le 19e siècle est marqué par des grosses épidémies. Hein. Il y a la typhoïde, par exemple. Je sais que la typhoïde va toucher Pasteur, puisque je crois que... Il a perdu 2 enfants. Oui. Il a 2 enfants de la typhoïde. Il y a Jenner qui travaille sur la variole. Jenner, c'est avant, hein, c'est fin 18e. Fin 18e. Il ne travaille pas sur la variole, il a trouvé une manière, mais ça, on en parlera dans des épisodes. Oui, il va y avoir un épisode entièrement consacré aux épidémies. Mais avant ça, il fallait qu'on place les microzymas, les microbes, et ainsi de suite. Voilà, c'était nécessaire. Mais il y a des épidémies comme il y en a eu depuis l'Antiquité, qui étaient, mais si tu veux, le problème, je ne sais pas si on peut dire le problème, mais en tout cas, à une époque, c'était un fléau divin. Oui. Donc c'était le destin, le fléau divin, on ne savait pas. Oui. Tu veux, ce qui va marquer le 19e siècle, on va en parler dans quelques minutes, c'est la découverte des microbes, qui sont là depuis 3,8 milliards d'années. Ça, je tiens à le dire quand même, le redire encore une fois. Donc on découvre quelque chose dans lequel on a vécu depuis... et on va leur mettre sur le dos, bien sûr, les épidémies, il y a une présence microbienne, je ne vais pas dire le contraire. Mais si tu veux, les facteurs anthropiques des épidémies, on n'en parle pas. Et ça, on en parlera dans cet épisode-là. Donc il y a toujours eu des épidémies, et il y en a bien sûr au 19e siècle aussi. Bon, la peste, ça, on n'en parle plus pour l'instant, pas chez nous. Mais il y a typhoïde, il y a choléra, il y a variole toujours. Hein. La variole était une maladie quasiment considérée comme une maladie infantile qui a, si tu veux, rendu infirme énormément de gens, puisqu'on pouvait devenir aveugle, fou. Il y avait c'est la petite vérole, hein, la variole. Hein. Donc en fait, le marquage au niveau de la peau, et il faut comprendre que... Parce que tout ça, en fait, c'est lié à ce qu'on dira après. Il faut bien trouver des portes d'entrée. Mais ça touchait tout le monde. Ça touchait autant les aristocrates que le peuple. Et donc c'est quand même, tu vois, et ça touchait donc des héritiers. Tu vois, c'est pas rien ça. Oui, donc les conséquences sociales, un héritier qui mourait, qui devenait aveugle par exemple, mais une fille à marier avec la petite vérole, ça la fout mal, tu vois. Donc il faut voir tout ça. Oui. Donc, petite vérole, donc la variole, choléra, typhoïde, il y en a eu d'autres sans doute. Et donc, oui, on est dans une période épidémique. Et puis, on a ramené d'Amérique du Sud de la syphilis, quand même, aussi. Oui, d'accord. Qui est venue d'Amérique du Sud. Hein. Donc, des épidémies qui étaient déjà présentes, un grand siècle d'épidémies quand même, le 19e siècle. Et là, découverte des microbes. Et là, on a le bouc émissaire parfait, idéal. C'est-à-dire que puisqu'on va consacrer un épisode à ça, mais si tu veux, il ne faut pas, comment dire, on n'est pas en train de dire là que les microbes n'ont aucune implication dans les épidémies, évidemment. Oui, mais c'est toujours la question de la corrélation et de la causalité. Alors, corréler, si tu veux, ce qu'on appelle, on en a déjà parlé de ça, et qu'on appellera l'activation microbienne, c'est-à-dire pourquoi à ce moment-là, tel micro-organisme va s'activer et créer une épidémie, rendre des gens malades, hein, la morbidité, et tuer des gens, la mortalité. Donc pourquoi ? Est-ce que la pathogénicité du microbe est quelque chose d'essentiel ?
qui que tu sois, ou bien sûr le microbe, c'est ce que nous pensons tous les deux, va s'adresser à un terrain biologique qui va réagir, on expliquera tout ça, la dynamique microbienne, peut-être tomber malade, mais peut-être une crise existentielle, ça va passer, ou mourir. Mais si tu veux, pourquoi le terrain réagit négativement? Et là, il y a des causes anthropiques. C'est pour ça qu'on parlera beaucoup de ça. Ce qui est intéressant avec Pasteur, c'est qu'on va, à partir de Pasteur, faire de... Pasteur, voilà, on va le résumer avec le slogan de Pasteur, parce que c'est un slogan. Est-ce que c'est lui qui l'a inventé, ou ceux qui étaient autour de lui ou après lui? Ça n'a pas d'importance. Mais Pasteur, son slogan, c'est une maladie, un microbe, un vaccin. C'est facile à retenir. Hein. Ouais. Ça, c'est de la propagande. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il prévoit actuellement. Enfin, c'est de la propagande. Quand j'entends qu'ils veulent créer un vaccin contre le cancer, par exemple, je trouve ça fabuleux. Contre le cancer, vous n'avez pas encore trouvé le virus. Ils n'ont pas trouvé le virus du cancer. Ils n'ont pas osé nous faire le virus du cancer. Oui, mais ils ont fait le virus de la schizophrénie. Ils ont fait le virus de la bactérie de l'ulcère de l'estomac. Ah oui. Alors que derrière, il y a des conflits, il y a des sociaux, personnels. Bon, voilà, tout ça, c'est à développer, c'est énorme. Mais si on fait la cause unique, en fait. Oui. Donc il n'y a plus aucune. Ça nous disculpe de toute culpabilité sociale. Oui. C'est-à-dire les inégalités, la pauvreté, la malnutrition. Non, c'est pas ça. Il n'y a aucune cause là, c'est le microbe. Donc on va définir des êtres qui sont... après, il y en a qui disent qu'il y a des bons microbes, des mauvais microbes. Pour moi, il n'y a pas de mauvais microbes. C'est complètement idiot. Ça, c'est dans le monde microbien. Mais d'ailleurs, ce que je dis souvent, je dis, mais explique-moi comment tu fais la différence entre un bon et un mauvais microbe. Celui qui te rend pas malade, c'est le bon, hein, ou même qui te fait vivre, parce qu'aujourd'hui, on reconnaît quand même la valeur du microbe. Est-ce que l'expression symptomatique est un problème en tant que tel? Non, alors, ouais, mais là, oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais si tu veux, là, il faut avancer doucement, parce que oui. Après définir la maladie, le pourquoi de la maladie, et la raison d'être de la maladie, donc que ça a du sens, bon, c'est une autre... C'est fondamental, de toute façon on va en parler, parce que c'est fondamental ces notions-là, parce que si on part de prémices qui sont faux, de toute façon après tout le raisonnement peut être faux. Toi tu as écrit un livre, un livre qui te colle à la peau d'une certaine manière, c'est pour en finir avec Pasteur, donc tu m'as mis dans tes notes et je trouve que c'est quand même une vraie question à poser. Est-ce que c'est Pasteur, est-ce que c'est un honnête imposteur ou est-ce que c'est un authentique psychopathe pour toi? Oh, il peut être les deux. Hein. Il peut être les deux. Je pense qu'il a été... Un nul propulsé dans la lumière, ou un malade mental réellement qui a planifié tout ce qu'il a fait? Ah non. Non. Ah, toi, t'es bienveillant. Moi, je pense qu'il a été utilisé. D'accord. Oui. De toute façon, les découvertes qu'il a faites, soi-disant... parce qu'en fait, j'avais quand même... si tu veux, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on observe. Par exemple, on va observer des microbes ou des microzymas. D'ailleurs, les microzymas, il n'y a que Béchamp, puis ensuite Tissot, Naissance, etc. Oui, on va les a observés. Oui. Mais les microbes, on les a observés. C'est-à-dire qu'on commence... En fait, ce qui se passe aussi, c'est l'arrivée du microscope. Oui, bien sûr. C'est ça qui permet l'observation. Oui, puisque le microbe, enfin les bactéries, pas les virus, hein, mais les bactéries sont observables avec un microscope optique. Donc il faut le microscope. Donc on va voir dans des organes, dans des liquides biologiques, etc., des bestioles, donc les microbes, et on va associer cette présence à la maladie. C'est-à-dire qu'on ne va pas se poser la question de savoir s'ils sont là pour réparer quelque chose, s'ils sont là par hasard, ou s'ils sont là, c'est eux qui sont responsables. On va dire qu'ils sont responsables. Ou s'ils sont là tout le temps, parce que c'est bien le problème. Le dogme de la stérilité du milieu intérieur, par exemple... Ça, c'est le dogme pasteurien. C'est le dogme pasteurien. Enfin, moi, ce qui me fait halluciner, c'est qu'actuellement, on puisse à la voir dans toutes les revues scientifiques, on parle de l'importance de la richesse du microbiote propre à l'humain, donc de la présence normale et naturelle de microbes, de champignons, de levures, de virus à l'intérieur du corps humain, et qu'en même temps, on continue sur un dogme qui postule finalement la stérilité du milieu intérieur. Je veux dire, les deux sont totalement antinomiques. Disons qu'ils n'ont pas relevé que c'est un dogme erroné de Pasteur, hein, la stérilité du milieu intérieur. Parce que ce que tu dis là, la manière dont tu l'as dit est juste, mais moi je vais beaucoup plus loin. Je dis qu'on est constitué de microbes, c'est eux qui ont construit, qui ont permis la création de tous les êtres supérieurs, et on est constitué. On sait que la cellule, la centrale énergétique de la cellule, par exemple, oui, la mitochondrie. Elle est ça, on va en parler dans les relations dans le vivant. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est composé, mais on l'a déjà dit, ça de 10 000 milliards de cellules, 100 000 milliards de microbes, donc 10 fois plus de microbes que de cellules, sans parler de ceux dont tu viens de parler qui sont à l'intérieur des cellules, sans parler que nos génomes, pour moi, sont constitués de génomes microbiens, et ça va beaucoup plus loin. 10 fois plus de microbes, c'est une chose, mais le génome bactérien à l'intérieur de nous est 30 fois plus important que notre génome humain. C'est-à-dire qu'il y a 30 fois plus de puissance
génomique Oui, par notre d'expression. microbiote d'expression génomique. Donc tu imagines 30 fois plus d'expression génomique. D'ailleurs, synthèse protéique, etc. Ça veut dire qu'on a en nous, on est composé de microbes et on a en nous une puissance, si tu veux, une vitalité, une puissance de synthèse, une puissance d'adaptabilité qui nous vient du monde microbien. Parce que, alors là, c'est les néoténiques des néoténiques. Ils sont restés très simples, mais en même temps, ils ont une sexualité excessivement simple. Ils échangent des gènes comme ça, donc de l'information. Donc en fait, ils nous font vivre. C'est-à-dire, c'est eux qui continuent à faire vivre tout ça. Et c'est ça qui est complètement incompréhensible. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dissociation chez les scientifiques formatés, voilà, entre le fait qu'on reconnaît la puissance du microbiote. Et à côté de ça, on va continuer à bourrer les gens d'antibiotiques qui détruisent le Mais microbiote. ce que je te disais, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'ils sont tellement formatés qu'ils ont conscience de l'erreur, mais qu'ils continuent parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Mais c'est fou. Alors qu'il y a toutes les informations sont là. Alors bien sûr, c'est facile de dire, oui, mais il y a des, et c'est vrai, il y a des implications économiques, politiques, sociales, de désigner un bouc émissaire et de ne pas remettre en question notre société. Mais je pense que ça va beaucoup plus loin. Ils sont peut-être beaucoup incapables de faire, en fait, vraiment de réaliser ce qui se passe, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est des notions assez banales que je viens d'annoncer, hein. Moi, je ne les ai pas inventées, et ça, c'est disponible pour tout le monde, quoi. Et donc, en fait, ça va générer une médecine. Bon, la vaccinologie, c'est aussi un épisode à part entière, hein. Tout à fait. Donc, on va expliquer tout ça. Mais ça va générer tout un système à la fois politique, économique, social, etc., mais même philosophique. Oui. Complètement. Oui, parce que c'est un rapport vivant, c'est un rapport au réel qui est complètement biaisé. Dans les paradigmes de Pasteur, dans les dogmes de Pasteur, bon, il y a ce dogme de la stérilité du milieu intérieur. Il y a le dogme de la panspermie atmosphérique. Tu sais qu'on va en parler un peu maintenant, mais c'est bien parce qu'on va y revenir plus tard. Tout à fait. La panspermie, en fait, c'est lié, hein, la panspermie. Oui, c'est les deux facettes. C'est les deux facettes. C'est-à-dire que nous, à l'intérieur, c'est propre, c'est nickel, il n'y a pas de microbes, ce qui maintenant est... Ouais, c'est un plan de travail en inox, quoi. Oui, c'est une aberration complète, mais je veux dire, voilà. Et les microbes sont à l'extérieur. Oui. Et en fait, dans cette rencontre, il y a des pathogènes qui vont être reconnus, parce que ça nous amène au dogme suivant, qui est le monomorphisme bactérien. C'est-à-dire, il y a des familles microbiennes, des espèces. Et il y a les méchants et les gentils. Oui, mais des espèces, c'est-à-dire qu'ils sont différents les uns des autres, alors qu'on va le voir, méchants, on va dire, ils dérivent les uns des autres, selon le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le polymorphisme microbien à partir des microzymas. Donc il y a... Je ne sais pas si on est très clair là, on part dans tous les sens. Stérilité du milieu intérieur, panspermie atmosphérique. Donc à l'intérieur, c'est plan de travail nickel en inox, il n'y a rien, c'est tout propre, tout propre. À l'extérieur, c'est rempli de microbes. Et dans ces microbes, il y a des familles qui sont fixées, avec des méchants et des gentils. Il n'y a aucune évolution, donc ce qu'on appelle le monomorphisme bactérien. Et puis il y a une autre notion qui est très très importante aussi, qui découle de tout ça, c'est la contagiosité. C'est-à-dire qu'on se transmet des bactéries, des virus, et donc la contagiosité qui va jusqu'à ce qu'on a vécu, ce qu'on vit maintenant. C'est-à-dire quand je vois encore des gens se balader avec des masques dans la rue à notre époque, c'est la contagiosité. Enfin, on vit dans un brouillard microbien. En fait, on vit la contagiosité à chaque seconde de notre vie. Mais en fait, si tu serres la main à quelqu'un, si tu fais la bise à quelqu'un, il y a de la l'intérieur comme contagion. l'extérieur est rempli de micro-organismes. On se transmet des microbes en permanence. Oui, on est microbien. Je voudrais rappeler une chose, c'est que, très rapidement, mais j'aime bien parce que ça fixe des choses. On considère qu'il y a 550 milliards de tonnes carbone de vivants sur la planète Terre. Tu prends tout le vivant, sous toutes les formes, 550 milliards de tonnes carbone. On pèse le carbone. Sur ces 500, la plus grosse partie, c'est du végétal. D'accord ? Il y a 70 milliards de tonnes de bactéries. D'accord. Tu vois le pourcentage quand même par rapport aux 550. L'humain, ça doit représenter environ 60 millions de tonnes. 60 millions de tonnes ? Oui, millions. C'est-à-dire que tu vois la proportion. Donc on vit dans un brouillard invisible. C'est en train d'augmenter parce que vu que l'humain s'élargit de jour en jour. On vit dans un brouillard microbien en permanence, on est totalement poreux. C'est-à-dire qu'on est, voilà. Et en fait, l'illusion pasteurienne, l'illusion du vaccin, l'illusion du confinement, l'illusion de nous séparer les uns des autres et de se séparer des vivants, c'est de penser qu'on va laisser cette chose-là à l'extérieur de nous. Alors qu'on en est, je te dis, le moindre contact avec un autre humain, un animal, un arbre, je pose ma main, des microbes. Mais bien sûr, je pose ma main partout. Alors on va dire, bon, ben, ok, mais c'est ça la contagion. Alors, ce qu'il nous faudra définir, c'est pourquoi, dans certaines conditions,
Oui. Certains microbes, sous une certaine forme qu'ils ont à ce moment-là, vont rendre les gens malades. Quand on va parler des épidémies, c'est de ça qu'on va parler. Quelles sont les réelles conditions d'une épidémie? Oui. Voilà. Et donc la contagiosité, tu sais, moi, j'ai tendance à poser de manière un peu, comment dire, provocatrice. Je pose, simplement, après je suis prêt à réviser la chose, mais je pose, il n'y a pas de pathogène. Il n'y a pas de pathogène. Ah, mais il n'y a que des déséquilibres. Oui, je suis complètement d'accord. Dont nous sommes souvent responsables. Et en plus, l'intérêt, c'est que tant qu'on raisonne en termes de microbes, c'est toujours l'extérieur qui est responsable, un extérieur sur lequel on n'a pas prise, parce qu'effectivement, des microbes, il y en a partout. Alors que si tu le poses en termes de déséquilibre, c'est déséquilibre du terrain biologique. Dont nous sommes en partie responsables. Oui, en grande partie, même aujourd'hui, sur lequel on a une forte capacité d'action. Et donc, je pense qu'il y a des maladies émergentes aujourd'hui, comme il y en a eu au siècle dernier, etc., qui sont liées à la survaccination, qui sont liées à l'utilisation des antibiotiques, qui sont liées au déploiement de la 5G, etc., etc. Mais ça, ces responsabilités-là, il faut les prendre. On agit sur le vivant réagit. C'est normal. Bon, donc on va avoir des maladies émergentes. Il faut quand même savoir, il faut quand même dire là, que 70% des maladies aujourd'hui qui atteignent l'humain sont non microbiennes. Oui, bien sûr. Bon, mais quand même, il faut le dire ça. Ouais, parce qu'ils ont essayé de nous coller le microbe de la schizophrénie ou de l'ulcère de l'estomac. Ou le microbe du cancer ou le microbe des choses comme ça, mais ça rime à rien. Ça rime à rien. Ça rime à rien. Donc il y a bien d'autres causes. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo là, il y a très récemment en disant exactement ça, en disant 70%. Oh, on a réussi à coller des microbes dans beaucoup de choses. Oui. Hein, des microbes et des virus. On a essayé de les rendre responsables. Mais il y en a 70% en fait, qui échappent à ça. Alors, elles sont liées à quoi? Si vous n'avez pas réussi, sans questionner le mythe erroné de la responsabilité microbienne. Mais même si on l'acceptait sans la discuter, il y en reste 70%, vous l'associez à quoi? Ça vient d'où? C'est extraterrestre? Ça vient d'où? Donc voilà, c'est notre mode de vie. Moi je pense qu'il faut beaucoup raisonner à partir de ça. On aurait beaucoup à dire autour de ça. Hein. Le décodage biologique des maladies, donc les conflits psycho-émotionnels qui déclenchent des maladies. Pourquoi? Parce que ça crée des immunodépressions qui fait que oui, à un moment donné, il y a un déséquilibre, il y a des microbes qui vont se mettre au boulot et on ne sait même pas ce qu'ils font ces microbes. C'est-à-dire que, si tu veux, sans dire que tous les microbes qu'on trouve dans les maladies dites infectieuses sont là pour réparer quelque chose, moi je crois qu'il y a une tentative de réparation. Tu vois, il faudrait parler de l'hyperthermie. On va parler de Béchamp. Maintenant, puisqu'on présente le dogme pasteurien, on présente l'approche de Béchamp. Béchamp avait cette phrase magnifique, « Rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie ». Et moi, c'est quelque chose qui m'inspire et que je constate, c'est-à-dire que à l'échelle de ce que je vois, tout n'est qu'expression de la vie. C'est-à-dire que moi, je pourrais le dire à la manière de Béchamp, c'est-à-dire que partout où mon regard se pose, je ne vois que de la vie. Même dans toutes les formes symptomatiques de ce qu'on appelle maladie, je ne vois que la vie qui essaye de se perpétuer en permanence, en permanence. Fait partie de la vie. Je veux dire, on a des milliards de cellules et de micro-organismes qui meurent dans notre corps tous les jours, qui sont renouvelés, et leur matière est récupérée par les autres autour pour que la vie continue. Je veux dire, la mort, elle est omniprésente à chaque instant. Donc c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Qui était ce Béchamp alors? Puisqu'on a parlé de Pasteur, on a vu à quel point on peut les comparer, donc ils sont du même siècle. Béchamp est né avant Pasteur, il est mort après. Donc ils sont vraiment de la même époque. Pasteur n'était pas médecin, c'était un chimiste. Béchamp est médecin. Oui. Donc il a été doyen de la faculté de Lille. Enfin, c'est un homme qui a fait énormément de recherches, etc. Alors, même moi, qui peut prétendre aujourd'hui bien connaître Béchamp? Ce que je veux dire, voilà. On a tellement parlé de Pasteur, on a écrit des biographies, plus que des biographies, des hagiographies de Pasteur, c'est-à-dire comme si c'était un saint, quoi. Hein. Oui. Un saint laïque, hein. Mais c'est ce qu'on a essayé d'en faire. Oui, bien sûr. Un saint laïque. Donc en fait, là, on croit connaître par cœur la vie de Pasteur ou de Darwin, hein, d'ailleurs. Voilà. Sans dire d'ailleurs que c'était quand même des gens qui étaient très malades, mais enfin, ça c'est encore une autre histoire. On ne connaît pas Béchamp. On ne connaît pas Béchamp parce que si tu veux, c'est un homme ordinaire, sauf que quand même il a écrit des livres, il a fait des recherches. Alors, tu dis un humble génie passé à la trappe. Oui, un humble génie, oui. Et alors c'est un mystère les microzymas. C'est un mystère quand même les microzymas. Oui. C'est-à-dire que. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de microzymas? Ouais. Alors, on essaye de comprendre ce que c'est que les microzymas. Disons que ça serait l'origine, ça serait la base fondamentale de la vie. Comment est-ce qu'il arrive à cette notion de microzymas? En biologie, on considère, ou on considérait, mais quand même toujours, que la base de la vie, la brique élémentaire, tu sais, oui, c'est la cellule. Oui. Ça, c'est très classique en biologie. Maintenant, on sait quand même, après les études de génétique, on sait que notre génome est constitué de génome microbien, enfin c'est beaucoup plus compliqué. Et puis il y a tout le monde microbien et viral, etc. D'ailleurs, entre parenthèses, le monde microbien et viral, c'est un monde excessivement complexe et on découvre
tous les jours des nouveaux virus, des nouvelles bactéries, des bactéries qui sont plus petites que des virus, tout en ayant une structure de bactéries, des virus qui sont énormes. C'est un monde, mais on essaye toujours de classer, la taxinomie, on essaye de classer en espèces, alors qu'en fait, à mon avis, tout ça se transforme, je te file un gène, déjà tu n'es plus le même. Bon, voilà. Donc ça, il faut le dire quand même, parce que c'est un monde excessivement compliqué. Donc derrière la cellule, il y a donc le monde microbien, tu as vu ce qui ça pèse en biomasse sur la planète Terre. Le microzyma, c'est l'OVNI, quoi. Parce que moi j'ai mon hypothèse personnelle sur ce qu'est un microzyma. En admettant l'hypothèse, je ne dis pas que je ne crois pas au microzyma, je dis que j'admets l'hypothèse du microzyma. Je vais le dire bêtement, je ne l'ai jamais vu. J'en ai jamais vu. Lui, il a observé ça. Alors, comment est-ce qu'il observe? Alors ouais, c'est intéressant parce que je pense que la grande différence entre l'observation des microbes... Je ne dis pas qu'on n'a pas observé des microbes dans des tissus vivants, mais lui, il a toujours travaillé sur des choses qui étaient vivantes. Il n'a jamais fixé. Tu vois, il utilise des microscopes à fond noir, c'est ça? Oui, oui, mais il n'a jamais fixé. C'était toujours vivant ce qu'il observait. Puis voilà, des microscopes à fond noir, etc. Donc il a observé une forme de vie que lui considère comme la base fondamentale de la vie et qui est susceptible, si tu veux, chaque tissu, voire même chaque cellule, a des microzymas spécialisés à l'intérieur de nous, là, d'accord? Et ces microzymas spécialisés dans nos cellules, dans nos tissus, sont capables de créer des cellules, des micro-organismes. C'est-à-dire que le microzyma, ça serait un élément beaucoup plus petit que la cellule? Ah oui. Beaucoup plus petit que la brique de base initiale? Beaucoup plus petit, mais même beaucoup plus petit que certains nombres de bactéries. Et alors, si tu veux, et qui serait capable, puisqu'on a parlé du polymorphisme microbien, oui, monomorphisme chez Pasteur. Comment dire, comme un architecte, une base fondamentale de la vie depuis le début. Oui, c'est la brique de Lego avec laquelle tu vas pouvoir former n'importe quel... N'importe quoi. N'importe quoi. Des cellules, donc ils gèrent des cellules, ils fabriquent des cellules, ils en gèrent le fonctionnement, des bactéries, tout en fait. Tout. Le monde microbien, c'est ça. Et donc, c'est la brique fondamentale. Donc, à mon avis, il y a, tu sais, comment on dirait, un microzyma de base. Et puis après, dans les divers organismes vivants, ils sont spécialisés, ils sont différents les uns des autres. Pour faire un arbre. Béchamp parlait de microzyma spécialisé ou lui, pour lui, oui, il y avait si. Oui, d'accord. Et en fait, oui, spécialisé, c'est une façon de parler. Il y a différents types. Mais on a chacun nos microzymas, etc. Et surtout dans nos tissus, selon nos tissus, nos organes, nos cellules. Et c'est la brique fondamentale. Alors après, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'on essaye de mettre un nom dessus. Et on dit, bon, on appelle ça microzyma, mais c'est quoi un microzyma? Micro, ça veut dire petit, zyma, c'est enzyme. Et d'ailleurs, Béchamp parle beaucoup de ferment, énormément de ferment. Donc, je vais essayer de définir ce que c'est qu'un ferment. On peut dire qu'un ferment, une enzyme, c'est la même chose. Ça peut être des microbes qui fabriquent des enzymes, etc. Mais là, on va rentrer dans des choses un petit peu complexes. Microzyma, petit ferment. Donc quelque chose qui est capable de s'auto-organiser, de synthétiser des protéines, de se reproduire, de s'auto-répliquer. Voilà. Mais c'est la base fondamentale. Et on dit, mais est-ce que les exosomes seraient pas est-ce que les microzymas, c'est pas les exosomes? On dit, est-ce que les microzymas, les virus, c'est peut-être des exosomes, etc., et des microzymas. Alors, mon hypothèse personnelle, que j'ai vue nulle part ailleurs, c'est que ça pourrait être la base fondamentale du vivant, c'est-à-dire ce qui est apparu, alors de manière très mystérieuse, il y a 3,8 milliards d'années, c'est-à-dire quelque chose qui a précédé même le monde ARN, ça pourrait être des ribozymes. Parce que dans le ribozyme, il y a zyme, donc zymase, tu peux définir la même chose. Ribozyme? Ouais. Si tu veux, zymase, ferment, enzyme, c'est la même chose en fait, d'accord? C'est simplement des termes de siècles différents. Qu'est-ce que c'est qu'un ribozyme? C'est à mon avis quelque chose de très hypothétique. Ça serait la première, comme par hasard, la première forme de vie, pas la première forme de vie, des molécules organiques qui commencent à avoir une organisation, c'est-à-dire une capacité d'organisation, de réplication, donc de se répliquer soi-même, de garder mémoire de ce qui s'est passé et de transmettre cette mémoire. Donc ribo, on a l'acide ribonucléique, on est dans le monde ARN déjà, et zyme, enzyme. Simplement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces ribozymes, à un moment donné, on en a parlé un petit peu, vont créer une membrane. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Oui, bien sûr. Pour se protéger des rayonnements notamment. Donc vont créer un monde intérieur, un monde extérieur. Voilà. Et là, on va rentrer petit à petit dans ce qu'on appelle le monde ARN, qui a précédé le monde ADN. D'accord. Il faut le savoir.
l'ADN est une création de l'ARN. Alors évidemment, pour les gens qui nous écoutent, c'est un peu compliqué. Mais pour le résumer, essayer de le résumer simplement, les microzymas seraient la toute première forme d'organisation de molécules organiques. Parce que qui dit organique dit organisation. Hein. D'accord? C'est le même mot, la même étymologie. Donc c'est quelque chose qui va s'organiser, et je répète, c'est excessivement mystérieux, pour à la fois garder mémoire de ce qui se passe, être capable de transmettre cette mémoire, donc la réplication, d'accord, et petit à petit de se complexifier, de se diversifier. Il est à peu près reconnu qu'on est passé du monde des ribozymes. Je ne sais pas si grand monde connaît les ribozymes. On sait maintenant que le monde ARN a précédé les ADN et qu'après, l'ARN crée l'ADN pour garder une mémoire quelque part. Mais le maître du jeu, c'est l'ARN. Le maître de l'épigénétique, c'est l'ARN. Donc la capacité de l'ARN, à partir de l'information délivrée par l'ADN dans chacune de nos cellules, à chaque instant, la capacité de l'ARN à décider, en fonction de l'environnement, quel type de protéines elle va produire. Et ça, c'est notre monde originel qui est à l'intérieur de nous. Et je pense, ça n'est qu'une hypothèse, oui, on n'est pas dans les dogmes, même pas une théorie en fait, c'est une hypothèse que les microzymas seraient quelque chose de très équivalent à ce qu'on appelle les ribozymes. Alors, les toutes premières formes de vie organisée. Comment ça se fait que ces microzymas qui ont été observés par Béchamp, qui seront observés ultérieurement par Tissot par exemple, ne sont pas observés par la plupart des autres scientifiques? Alors, est-ce qu'ils ne sont pas observés parce qu'on n'a pas les bons outils? Est-ce qu'ils ne sont pas observés parce que... Tu sais, pour moi, c'est excessivement compliqué. On peut même considérer, tu vois, à partir du moment où tu fixes une cellule pour pouvoir l'observer. C'est les conditions d'observation qui déterminent tout ça. Oui. Donc, en fait, est-ce que le flux du vivant est stoppé? On travaille essentiellement sur la matière morte. Il y en a qui vont te dire que, par exemple, moi j'ai entendu, c'est complètement extrême, et puis c'est pas du tout mon avis, qui vont te dire par exemple, le mitochondrie, c'est des artefacts. Ça n'existe pas. Ça vient du fait de la dégradation de la cellule avec les conditions de l'observation. D'accord. Au bout d'un moment, quand même, il faut bien quand même, la mitochondrie, pour moi, c'est quand même fondamental. On en parlera dans l'épisode sur les relations dans le vivant. C'est quand même une symbiose essentielle qui a permis l'apparition des animaux puis des végétaux. Puisque, voilà. Donc en fait, je ne sais pas si on peut aller plus loin, on peut, hein. Mais pour moi la réflexion pour l'instant elle s'arrête là, parce que je pense qu'elle s'arrête là, dans ce qu'on peut savoir, c'est-à-dire que, parce que c'est un homme du 19e siècle Béchamp quand même, hein. Donc il a les outils du 19e siècle, il a la manière d'interpréter du 19e siècle, mais lui quand même, pour moi c'est quelqu'un qui a cette intuition que le microzyma c'est la base fondamentale de la vie. Et quand je cherche des correspondances avec ce qu'on croit savoir de cette époque-là, je ne vois pas d'autre chose que les ribozymes. D'accord. Alors, pour Béchamp, il n'y a pas de stérilité du milieu intérieur? Non. Il n'y a pas de monomorphisme? Non. Et la contagiosité, qu'est-ce qu'il en pense? En fait, lui, je pense qu'il va définir, il va observer. Alors déjà, il observe que selon les tissus, organes, cellules, on a des microzymas différents. Puisque ce sont, si tu veux, eux qui créent et organisent le vivant depuis, je répète, presque 4 milliards d'années. On l'a déjà dit, ça, il faut le redire, en fait, quand on dit ce sont les micro-organismes qui ont construit tout ce qui est autour de nous, toute la biosphère, et qui continuent à la pérenniser par une activité que je qualifierais de négantropique, c'est-à-dire de s'opposer à la dégradation de l'énergie, donc de créer toujours plus de diversité, de complexité, quelque chose qui se maintient dans... Voilà. On dit que c'est le monde microbien. Moi, je dis que c'est le monde microbien qui fait ça. Mais on se rend compte qu'en amont de ce monde microbien, il y a ces microzymas qui sont en capacité, si tu veux, qui sont en fait les créateurs du monde cellulaire et du monde microbien. Donc, à partir de là, moi, je ne saurais pas te dire pourquoi on ne les a pas observés. Pourquoi il n'y a pas eu de nouvelles... Est-ce que c'est quelque chose qui a été négligé comme n'existant pas, en fait? Tu vois, je ne sais pas, ou comme un artefact, je ne saurais pas te dire. Parce que la science officielle, si tu veux, enfin, universitaire, académique, aujourd'hui qu'on sait de plus en plus dans la main des multinationales, etc., puisque la recherche qui est en fait, les recherches pour lesquelles on donne de l'argent sont des recherches qui rapportent de l'argent. Donc voilà, donc expliquer pourquoi, tu sais, le phénomène du déni, le phénomène j'observe, mais... Je ne vois pas. Parce qu'en fait, de toute façon, quand on observe, on est déjà un observateur oui, mais on orienté. interprète déjà. Oui. Donc, on sait aujourd'hui qu'en science, si tu veux, tout ce qui dérange le dogme, non, on n'a pas vu.
Ces recherches-là sont mises de côté, on cherche à toujours ramener dans le dogme. C'est une sorte d'hypnose collective. Un déni, une forme de déni collectif. Ouais. Et je pense qu'on est dans ce domaine-là quand même. Hein. D'accord. Mais là, tu veux, pour moi, on est en lisière là, avec les Microzima, parce que on est en train de réhabiliter Béchamp. Et ça commence, hein, c'est que le tout début. Et encore qui le réhabilite? On définit des Microzima qui sont. Enfin, lui a défini. Fais un sondage dans la rue pour savoir qui connaît Antoine Béchamp, ça m'étonnerait que tu trouves grand monde, à part dans les milieux dits alternatifs. Voilà, mais surtout, pour l'instant, si tu veux, on n'a pas, pour moi, on n'a pas défini le Microzima. Oui. Alors, on ne l'observe pas, on ne le définit pas, on l'interprète. Et donc, on est sur les. Parce que les disciples de Béchamp, donc Jules Tissot et après Gaston Naessens, qui était un Québécois, et lui il a appelé ça les somatides. Tu vois, il y a plein de noms comme ça. Et aujourd'hui, on nous sort des exosomes, des transposons. Et en fait, on fait des confusions, tous ces noms-là. Par exemple, Brigitte Faux, quand elle dit. Moi, j'ai énormément de respect pour le travail qu'elle a fait, parce qu'elle déchiffrait tout Béchamp. Et quand elle dit les Microzima pourraient être des virus. Sans faire de spoiler, il est très possible qu'elle m'apporde du temps aussi au sujet de son travail. Mais tu vois, quand elle dit on ne peut pas faire une confusion entre un exosome et un virus, par exemple. Parce que ce n'est pas du tout la même structure, quand même. Hein. Donc, en fait, un exosome, c'est quelque chose que la cellule expulse. Donc, il peut y avoir n'importe quoi dedans. Je veux dire, c'est pas un virus, c'est encore autre chose. Et bon, voilà. Donc, en fait, on est dans un monde qu'on a découvert au 19e siècle. On a de plus en plus la capacité, maintenant on peut voir des virus avec un microscope électronique, etc. On a de plus en plus la capacité, mais je crois qu'il faut qu'on considère que ça va être nourricier pour nous, pour les épisodes suivants, c'est-à-dire les épidémies, la vaccinologie, etc. et les relations dans le vivant. Mais je pense surtout pas qu'il faut arrêter notre réflexion en disant un Microzima c'est ci ou c'est ça. Oui, mais tu vois, mais même quand tu parles des virus, je veux dire, qu'est-ce qu'on observe quand on observe ce qu'on appelle des virus? Quand tu connais la méthode d'isolation des virus, la façon dont ils sont isolés questionne énormément ce que l'on va réellement observer. C'est-à-dire qu'on n'est jamais dans l'observation du vivant. Non. On est dans l'observation d'une transformation du vivant. C'est ça. Alors c'est très important. C'est très important ce que tu es en train de dire. Parce que le problème de spécifier des microbes, des virus, etc. En fait, le vivant est un flux métamorphique permanent. Là, je suis d'accord avec toi, je te rejoins en permanence. Donc quand quelqu'un comme Béchamp nous dit, mais oui, les Microzima sont capables de fabriquer, selon le terrain, selon l'environnement, tel ou tel micro-organisme. Là, on est dans le flux. Mais même là, oui, mais même là, si tu veux, c'est comme si quand même on disait, il va fabriquer ça, puis ça va devenir ça. Mais ça aussi, ça rend le flux. Il faut imaginer une dynamique. Oui, c'est permanent. Oui. Il n'y a même pas d'arrêt. Il n'y a même pas d'arrêt sur l'image. Donc ça questionne même la notion d'observation telle qu'on va le faire. Bien sûr. Parce que l'observation, on arrête à un temps T, à un instant on prend une photographie, mais on prend une photographie d'un processus dynamique et donc les formes qu'on va observer n'existent pas au moment où on les observe, elles sont déjà passées. Ouais. C'est ça. C'est une métamorphose permanente. Donc si tu veux, le fait que du fait de nos capacités cognitives et de notre manière de faire de la science, on soit obligé, on ne peut pas faire autrement. Oui, on est obligé d'arrêter le flux et de dire on regarde ça. Oui. Et si tu veux, finalement, si tu vas vers la physique, moi je réfléchis avec la physique quantique, quand on te dit qu'on ne peut pas observer, on observe ou le corpuscule ou l'onde, ben c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on arrête, il y a quelque chose qui nous échappe directement. Et pour moi, quand le polymorphisme microbien de Tissot, qui est un homme du 19e siècle, il essaye simplement de nous dire que la vie est un flux métamorphique permanent. C'est beau ça, flux métamorphique permanent, ça me parle. Ça me parle. Même si là, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne peut, ne peut pas observer, qu'on ne peut qu'appréhender de façon... Tu es obligé de l'arrêter. Oui. Mais on peut l'arrêter, mais on peut aussi garder en tête que c'est un flux permanent. Tu vois, en se disant, ok, mon arrêt est faux, déjà. Il est faux par nature, intrinsèquement, il est faux. Il est faux par nature. Donc notre manière d'appréhender la réalité, qu'est-ce que c'est que le réel et le vivant. Et puis alors là, tu viens de te toucher un truc qui est fondamental, et là qui rejoint vraiment une pensée qui est très forte pour moi. Est-ce que ce n'est pas simplement la nature même de notre démarche d'observation qui demande effectivement à fixer les choses pour pouvoir les observer, qui est fausse? C'est-à-dire que, est-ce que l'appréhension de la réalité par les voies de la rationalité n'est pas un espèce de pari perdu d'avance? Et est-ce que peut-être que l'expérimentation de la réalité par la transcendance, par le contact réel,
j'espère qu'on terminera cet épisode en parlant quand même, parce que 19e siècle, il y a tout ça, mais il y a autre chose. Moi, tu vois, je pense par exemple à un ouvrage qui m'a transformé la vie, comment faire, j'avais 18 ans, c'était Walden ou La vie dans les bois, d'Henri David Thoreau par exemple. Mais en même temps qu'il y a cette espèce de poussée rationaliste, mécaniste et ainsi de suite, il y a aussi des transcendantalistes qui eux disent finalement le réel ne s'expérimente que dans le contact direct, réel, hein, c'est ce que fait Henri David Thoreau, un écrivain américain, disciple d'Emerson, qui à un moment quitte tout pour aller vivre dans les bois, parce qu'il dit, en fait, moi, je voulais ramener la vie à sa substantifique moi, et je voulais savoir qu'est-ce qu'elle avait à me donner. Donc, il n'est pas dans le découpage du vivant, il n'est pas dans l'observation du vivant, il est dans le vivant du vivant. Il veut vivre le vivant. Dans le flux. Il veut vivre le vivant. En fait, ça nous ramène au tout début de cet épisode, c'est-à-dire qu'en fait, on a décrit, on a repris ça très rapidement, mais quand si tu veux, le cartésianisme, le pauvre Descartes, mais et le siècle des Lumières, c'est la raison, c'est-à-dire on a les moyens de tout éclairer, de tout comprendre. Et de tout analyser. Et c'est là calculer. La rationalité. Et donc de tout calculer. Et là, on rentre dans l'erreur. C'est-à-dire qu'en fait, on va passer à côté. On va passer à côté de ce qui est vraiment... Parce que pour moi, le réel, on ne sait pas ce que c'est. Ouais. Mais est-ce que peut-être le problème, c'est pas que le vivant, ontologiquement, ne s'observe pas, le vivant se vit. Le vivant se vit. En tout cas, on ne peut pas le saisir. Et ce besoin de saisir le vivant, de le rationaliser, de le calculer. Encore une fois, par un animal terrorisé. Qui veut contrôler son environnement. Ah, mais on essaye de le fixer, de tout comprendre, de tout fixer, par je pense, une espèce d'angoisse profonde. Et du coup, on détruit la vie. Si on l'arrête, on la tue, on la détruit. Oui, on la détruit, on la rate, on ne la connaît pas. Et on va confier tout ça aux machines pour décider pour nous comment on doit vivre, qu'est-ce qu'on doit prendre comme médicaments, etc. Oui. Et donc on a raté ce qui fait la beauté de la vie, ce qui fait l'unicité de la vie, ce qui fait son caractère non mécanique. Parce que c'est ça qui la rend belle. Le mystère. Le mystère. Ouais. Le fameux mystère devant lequel on accepte de se tenir sans pouvoir le résoudre. Mais même tu lis des bouquins de gens, des biologistes, qui écrivent sur la vie ou le vivant. Première chose qu'on dit, on ne sait toujours pas ce que c'est que la vie. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas comment elle appelle. On connaît les conditions. Une certaine température, une planète à une certaine distance du soleil, l'eau, etc. Mais oui, mais ça c'est les conditions. Mais pourquoi elle apparaît? Mais ça ne suffit pas. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et donc moi, si tu veux, les notions de progrès, d'évolution, tu le sais, on l'a dit dans les épisodes, j'essaye de me sortir de ça. Donc je suis dans ce flux, quoi. Et en fait, je pense que si on commence à être simplement... Donc on réintroduit la poésie, la créativité, l'imagination, le rêve. Parce que la science nous amène à la catastrophe totale. Mais là, je te rejoins totalement. Et donc, c'est la grande accélération, ce que Bernard Stiegler appelait la disruption, c'est-à-dire à un moment donné. Mais déjà, Günther Anders, il avait théorisé ça quand il parlait de la honte prométhéenne, parce que tu en as parlé tout à l'heure. C'est-à-dire les machines qui vont plus vite que nous, qui sont beaucoup plus performantes que nous. Et donc, on arrive à une disruption, c'est-à-dire que les choses vont tellement vite, on a tellement de nouveaux objets, de nouvelles techniques, etc., que nous, on n'arrive pas à s'adapter. Mais même pas seulement biologiquement, socialement. C'est-à-dire on est tout le temps perdu, on est tout le temps en perte de vitesse et en retard par rapport à ce qui se passe et ce qu'on produit nous-mêmes. Et victime de la technologie. C'est-à-dire combien de personnes actuellement vivent, même si on est fasciné par nos téléphones portables, par l'Internet et ainsi de suite, mais vivent aussi ça comme une violence permanente, le flux d'informations, le flux de messages, le flux de mails à traiter, les téléphones qui sont dans tous les sens et ainsi de suite. Combien d'entre nous sont retrouvés à dire putain, chier, ces réseaux sociaux, ça bip de partout, ça clique de partout et ainsi de suite. On est des chiens que nos téléphones appellent. Tu sais, quand tu as des notifications ting, 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 ben moi ça m'est arrivé d'entendre ça et de dire mais je ne réponds pas aux sollicitations de ma machine. Et de me dire mais en fait c'est qui le maître à bord? C'est qui le boss ici? Et on est en train de perdre ça. On est en train de perdre cette capacité. Et on est immergé, on est profondément immergé là-dedans. C'est ce qu'on disait au début. Ouais, c'est une catastrophe. Voilà. C'est une catastrophe. Donc les micro-immeubles, moi je dirais, si tu veux, parce qu'on aura développé en termes d'épidémie, tout ça, on reparlera de tout ça. Ouais, dans l'épisode prochain, parce que là, on n'a pas eu le temps trop d'approfondir, mais il faut garder aussi à l'esprit que, pour moi, Béchamp, c'est l'homme qui nous ramène dans le vivant en nous montrant justement ce flux continu, tu vois, et non pas des choses qui sont figées. Le monomorphisme, il y a telles bactéries, tel virus, etc., mais ils sont fixés. Oui. Et quand on fera l'épisode suivant sur les relations dans le vivant, on verra ce flux, on le sentira. Mais on ne peut pas le saisir. Si on essaye de le saisir... On a un parfum ouais. une effluve, tu vois, on l'a laissé passer. Et puis...
Voilà. Il nous laisse quelque chose dans l'air, quoi, finalement, et c'est ça. Mais cet épisode, la numéro 5, était nécessaire pour arriver à cet épisode 6, qu'on va pas spoiler hein, tout de suite, mais il était nécessaire pour comprendre pourquoi on en est arrivé là, quel est le contexte historique dans lequel ça arrive. Moi, je voudrais quand même terminer avec une question. Quel lien, toi, tu fais entre, puisqu'il y a toujours cette question qui n'en est pas une, parce que je connais la réponse d'une certaine manière, mais pourquoi est-ce que Pasteur, ce gars qui n'avait pas beaucoup d'envergure, est mis en avant, et en quoi ça fait sens avec le darwinisme, ou en tout cas le néo-darwinisme, parce qu'en plus Darwin n'est pas ce qu'on a fait de lui, c'est-à-dire que la théorie Darwin en tant que telle n'est pas l'espèce de caricature qu'on a instrumentalisée et qui a servi ce dogme du progrès et ainsi de suite. De toute façon, les théories de Darwin qui ne sont que des théories, donc des choses qu'on peut remettre en question à chaque instant, mais qui, comme les théories de Pasteur, sont devenues des dogmes, donc quelque chose qu'on ne peut plus remettre en question, c'est la réalité. Je pense que c'est des gens déjà qui, si tu veux, je l'ai dit déjà, c'est des théories par défaut, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et maintenant, je réponds à ta question. Je pense que, sans pouvoir développer maintenant, parce que c'est excessivement compliqué quand même, pour moi, si tu veux, ce qui fait qu'on a mis ces hommes en avant, c'était des enjeux politiques, économiques et sociaux. C'est-à-dire, par exemple, pour faire vite à l'arrache, on a justifié les inégalités en disant, mais regardez dans la nature, c'est la guerre de tous contre tous, l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire qu'on a utilisé des gens qui étaient avant Darwin, comme on a parlé de Thomas Hobbes, hein, la guerre de tous contre tous, c'est Thomas Hobbes. Et regardez, dans la nature, c'est comme ça, c'est les plus fortes, c'est les plus aptes qui survivent, les autres disparaissent. Donc on justifie les inégalités humaines. Mais même Darwin a eu ses idées sur la sélection naturelle en observant la sélection artificielle de l'humain. Il est parti de l'artificiel pour revenir au naturel. Il a réinventé quelque chose. C'est complètement faux, le darwinisme. Ils tournent en rond avec leur théorie de mutation aléatoire de sélection naturelle. Il n'y a pas de mutation aléatoire. Et la sélection naturelle du plus apte, du plus fort, mais ça ne veut strictement rien dire. Tout existe encore. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui meurent. Des espèces qui disparaissent, mais nous, alors là on est champion par contre, hein. On a multiplié par 100 ou peut-être 1000 la disparition des espèces. Donc si tu veux, non, là c'est pour moi, alors ça je veux bien reparler à un autre moment, mais la sélection naturelle sur mutation aléatoire, j'y crois pas du tout. Et ils y croient pas non plus. Oui. Parce qu'ils inventent des théories, alors, il y a les gradualistes. Ça sert un projet. Ça sert un projet qui est le progrès, l'évolution, mais dans le sens de progrès de la civilisation occidentale, vers de plus en... En fait, c'est le projet transhumaniste. Et ça sert ce projet-là. Et depuis, on a instrumentalisé ces gens, leurs théories, leurs découvertes. On n'a pas cherché à ce qu'il y ait... C'est un peu les idiots utiles du système, quoi, d'une certaine manière. Non, puis on n'a pas cherché à savoir s'il y avait d'autres gens qui avaient eu d'autres idées. Tu vois, comme Béchamp pour moi, qui est un homme qui a montré autre chose et qui me paraît beaucoup plus juste par rapport aux vivants que Pasteur. Eric, je te remercie. On est prêt, on est fin prêt pour l'épisode suivant, dans lequel on va commencer à étudier la réalité, ou en tout cas à approcher, puisque on a bien dit que le simple fait d'observer ne va pas nous permettre, enfin voilà, c'est l'immersion dans le vivant. Si on est observateur, on est déjà à l'extérieur. Ben en plus, ce que tu disais sur Pasteur, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, on va observer des choses, mais là, on rentre un petit peu dans l'épisode suivant, on va observer des choses, pourquoi on les interprète de telle manière, qu'est-ce qui fait autour de nous qui fait qu'on va interpréter comme ça, quelles sont nos attentes, quelles sont nos projections, etc. Et là, c'est intéressant parce que c'est plus le vivant, c'est nos interprétations du vivant, comme on a interprété l'histoire, etc., etc. Alors j'ai hâte. Allez, à la prochaine. Je te remercie, Eric.